Bonjour à tous. Bienvenue sur ce webinaire, sur cette matinée dédiée au procurement programme. Je vois que vous êtes déjà une bonne cinquantaine à être déjà connectés. Pour ceux qui sont habitués à nos webinaires, vous le savez, on va attendre encore 2 minutes et on va commencer celui-ci à 11h02, 11h03. Voilà, à tout à l'heure. Enfin, même à tout de suite. Peut-être avant d'ouvrir la session et de la commencer, si l'un de vous peut me préciser s'il m'entend bien. Je vois que Nathalie, vous avez des problèmes de son apparemment. Je veux savoir si c'est... Merci François. Je vois qu'il y a pas mal d'habitués. Hein. Arnaud, tu es là. Merci d'être là. Ok, merci. Merci de vos retours. Merci bien. À tout de suite. Allez, c'est parti. Vous êtes quasiment une bonne soixantaine de présents. On ne va pas vous faire plus attendre. Donc, bienvenue à cet événement, à ce webinaire. Vous l'avez compris, qui est un angle différent de ce qu'on a l'habitude de faire sur le thème de la conformité chez Altares, avec là un angle un peu plus large, dédié au procurement, au service achat. Nous avons souhaité, sur ce dernier quadrimestre de 2021 chez Altares, d'animer ce thème, ces services-là, avec un angle, bien sûr, compliance, un risque financier. Ce procurement programme, comme vous le voyez à l'écran, il est cadencé par différents événements, plusieurs webinaires donc, qui sont faits chaque mois, et on va entamer le premier. Un événement physique, vous aurez quelques informations tout début octobre, le 18 novembre, où nous ferons une matinée en présentiel sur le procurement. Vous serez bien sûr invités. Et puis différents contenus, livres blancs, articles qui vont être également diffusés durant toute cette période. Alors bien sûr, animé par Altares, mais vous le savez, on s'entoure d'entités sachantes qui viennent apporter une valeur supplémentaire à nos data, à nos données que nous distribuons via des solutions plateformes web ou bien sûr en API. Et puis des sachants, que ce soit des sachants technologiques, il y en a parmi nous ce matin, et puis des sachants sur le légal, sur les processus, et notamment les processus, notamment sur le procurement et les achats. Voilà. Alors, vos questions, vous pouvez les poser par le chat, vous le savez, on y tentera d'y répondre en direct, sinon nous vous répondons dans les jours qui viennent. Vous aurez le replay de ce webinaire, la présentation également, et nous allons pouvoir donc commencer. Alors j'ai le plaisir ce matin d'accueillir plusieurs intervenants. Sandra de chez BLL Consulting, qui avait déjà participé à plusieurs événements. Emmanuel Poitvin avec e-attestation. Là aussi, Emmanuel, tu nous avais accompagnés plusieurs fois. Merci. Michael Lich, que certains d'entre vous connaissent, notre consultant procurement chez Altares. Et puis, j'ai le plaisir vraiment d'accueillir Jérôme donc, de la solution EasyPix. On va voir comment tout ça va s'articuler ce matin autour d'un agenda somme toute assez classique hein, sur le procurement, mais on a voulu, dans ce thème, hein, optimiser votre relation fournisseur à travers une vision globale. Durant ces 4 mois, on va voir
quelle réponse nous proposons, quelle proposition de valeur nous apportons sur cet enjeu, une vision globale de la relation fournisseur, que ce soit sur le risque financier, de la conformité, du processus, des intégrations également dans les SRM. Mais en tout cas, ce matin, on va regarder justement avec Sandra comment lutter contre les faux dans le cadre de la stratégie achat, avec justement Jérôme qui nous rejoint sur ce programme, comment lier justement l'analyse du risque et puis la dépendance au niveau des achats. Mickaël, avec plaisir, nous partagera un angle sur le risque financier et comment l'onboarding des nouveaux fournisseurs doit s'appuyer sur cette information. Et puis, on finira avec Emmanuel et puis la solution e-attestation, le risque KYS. On peut maintenant parler de KYS. Tout le monde comprend ce terme maintenant. Cette vision du risque à 360 via l'intégration du multisource, un terme très très large sur cette première webinaire. Donc tout va être enregistré. Vous verrez, il y aura d'autres webinaires qui vont arriver. Donc le prochain, c'est en octobre avec d'autres thèmes. Et tout ça est en cohérence avec cette vision globale du procurement via la data et bien sûr via des partenaires de renom. Voilà, on va tout de suite commencer avec Sandra. Sandra, je te laisse la parole. Je te demande d'activer ta caméra et puis je te passerai les slides. Voilà. Super, merci beaucoup Laurent. Bonjour à tous. Ravie d'être avec vous ce matin pour parler donc de cette problématique de lutte contre les faux. Alors moi, c'est vrai que je vais vous parler plutôt sur un angle très conformité, très compliance, mais il est clair qu'aujourd'hui, dans un département achat, vous avez besoin d'avoir aussi ces connaissances-là. La due diligence, c'est très bien. Demander des documents, c'est très bien. Mais s'assurer que ce ne sont pas des faux, c'est encore mieux. Alors, on va pouvoir aller à la slide suivante, Laurent. Donc, voilà. Ça, c'est vraiment le premier constat du flirt au mariage, achat et compliance, la grande histoire d'amour, puisque, en petit trait d'humour, mais ça n'en reste pas moins très vrai, et puis ça ne fait que commencer. Ça, je pense que vous le savez autant que moi. On va aller dans les prochains mois, les prochaines années, sur de plus en plus de réglementations sur ce sujet-là. Vous savez qu'il y a de plus en plus aussi de nouveaux points. Voilà, il y a les RSE qui s'ajoutent maintenant à tout ça. En bref, vous devez connaître de plus en plus toutes les personnes qui vous entourent. Donc là, j'ai repris notamment un petit diagramme d'Altares, en plus de chez vous, où voilà, on voit très clairement toutes les personnes pour connaître profondément son business, toutes les personnes que nous devons connaître qui gravitent autour de nous. Les clients, évidemment, mais aussi les intermédiaires, les partenaires, les fournisseurs et les employés. Alors, au niveau des employés, c'est un peu plus touchy, évidemment, mais pour le reste, vous avez toujours cette possibilité, de par la loi, c'est quand même une grande force qu'on vous donne, d'avoir la possibilité de demander des documents, des pièces, toutes sortes de documents qui vont pouvoir vous rendre confortable avec votre relation, que ce soit un intermédiaire, un partenaire, un fournisseur, un client, peu importe. Donc, c'est hyper important aujourd'hui d'avoir cette connaissance d'un point de vue de la personne qu'on a en face de nous, mais une connaissance qui doit être extrêmement appuyée. C'est-à-dire que vous devez avoir des informations sur les tailles de structure, sur les autorités, par exemple, qui vont chapeauter ces structures, sur les lieux, les secteurs dans lesquels ces structures font du business, la complexité des activités, l'échelle des activités, la nature des activités, le modèle économique de la personne que vous avez en face de vous, puisque tout ça, ça va vous aider à câbler les contrats. Et on sait que le premier risque de corruption, par exemple, de par un intermédiaire et un fournisseur, c'est parce que vous ne le payez pas assez. Alors du coup, il va avoir un petit peu les dents qui rayent le parquet, et puis alors il va avoir tendance à accepter un petit paiement de facilitation. Donc ça, c'est hyper important. Plus on a une grande connaissance des personnes qu'on a autour de nous, moins on risque de se tromper, mieux nos contrats seront câblés et moins, évidemment, on aura de risques AML. Donc voilà, cette connaissance de plus en plus poussée, on peut aller au slide suivant, Laurent. Ah, ça met un petit peu de temps, petit bug. Voilà. Donc cette connaissance-là va vous permettre donc déjà
c'est ce que je vous disais, hein, de savoir à qui vous avez affaire, c'est déjà une première étape extrêmement importante. Et ensuite, ça va vous permettre évidemment de considérer les risques auxquels vous êtes exposé, puisqu'au final, c'est bien ça le cœur du sujet, savoir si on a en face de nous un fournisseur ou un intermédiaire qui va nous apporter des risques parce qu'il a du business dans des pays à risque, parce que il est maqué avec d'autres entreprises, il est en partenariat avec d'autres entreprises qui ont connu des scandales dans l'un ou l'autre domaine, parce que c'est un fournisseur qui est beaucoup sur des marchés publics, par exemple. Voilà, tout ça, ce sont des choses qui vont vous permettre d'avoir une connaissance globale du risque et donc de pouvoir derrière mettre en place les mesures nécessaires pour que la relation se passe bien. Ça, c'est vraiment le cœur du sujet, n'est-ce pas? On peut aller au prochain. Encore une fois. Du coup, ça, c'est ce petit Beans. Puisque, donc pourquoi avoir besoin d'une connaissance, aussi poussée, des, fournisseurs, et des intermédiaires? Puisque sachez-le, entre 2000 et 2013, 75 des affaires de corruption impliquaient des paiements effectués par des intermédiaires et vous le savez, que ce soit en termes de corruption ou d'RSE, vous avez une responsabilité, vous, sur toute la chaîne de commandement. Donc il est hyper important vraiment d'avoir cette confiance dans les gens avec qui vous travaillez, donc d'avoir les documents nécessaires. Là, je vous ai mis un petit exemple là, avec Mondelez International qui a dû payer une amende de 13 millions de dollars parce qu'ils n'ont pas conduit de due deal suffisante sur un des agents commerciaux, agent qui a corrompu des agents publics indiens. Voilà, donc ça c'est un exemple très basique. Hein. On peut aller à la slide suivante, s'il te plaît, Laurent. Donc, évidemment, on va demander de la documentation, mais là, on a un autre problème qui surgit, qui commence à être une vraie question, une vraie problématique au sein des entreprises, c'est la fraude documentaire. Alors ça, c'est un fléau, un réel fléau, puisque en France, en 2019, 70% des entreprises ont été victimes au moins une fois d'une tentative de fraude documentaire. Sincèrement, à mon humble avis, je pense que ces chiffres pourraient être très clairement gonflés. Tout le monde a déjà eu dans ses mains, au moins une fois dans sa vie, une fausse facture. Par exemple, très simple. 12% des entreprises françaises ont essuyé une perte de plus d'1 million de dollars du fait de la fraude. Donc la fraude aujourd'hui, c'est quelque chose, c'est une problématique extrêmement large. Hein. Fraude interne, fraude au président, fraude aux fournisseurs, fraude aux faux techniciens. On a tout un tas de fraudes aujourd'hui qu'on connaît plus ou moins. Mais les faux, l'usage de faux, c'est vraiment quelque chose qu'il faut bien avoir à l'esprit. En 2019, la police aux frontières a arrêté à peu près 9000 porteurs de faux avec avec un peu plus de 16 000 faux documents. Vous imaginez 16 000 faux documents? Sachez qu'aujourd'hui, sur le marché noir, on a la possibilité d'acheter des packages tout inclus avec une fausse pièce d'identité, un faux comment s'appelle acte de naissance, un faux justificatif de domicile, tout ce qu'il faut pour aller faire un prêt à la consommation. Prêt à la consommation qui va nous aider, par exemple, à aller acheter une petite Kalachnikov et à faire un petit attentat, par exemple. Hein. On l'a déjà vu. Donc, la fraude documentaire aujourd'hui, c'est quelque chose d'extrêmement important. C'est avec ça qu'on va réussir à duper les gens, duper les entreprises et arriver à leur soutirer de l'argent. Donc, extrêmement important. Un exemple d'ailleurs en Sarthe, hein, une escroquerie d'une entreprise qui a versé 25 000 euros à un faux fournisseur. C'était un fournisseur dont avec qui il avait l'habitude de travailler. Puis d'un coup, voilà, on a eu des faux mails avec des faux documents où d'un coup, quelqu'un s'est fait passer pour ce fournisseur en disant, bah voilà, je change de banque, on a des petits problèmes avec la banque. Voilà le nouveau RIB, il faudrait que vous nous envoyiez de l'argent là-dessus. Bim, évidemment, l'argent partait on ne sait où, mais absolument pas chez ce fournisseur-là. Exemple basique. Tu peux changer, Laurent. Donc,
Là, je vous ai mis un exemple. J'ai voulu aujourd'hui faire de focus sur 2 exemples. D'abord, un focus sur les pièces d'identité, parce que ça, c'est extrêmement important. Et ensuite, un focus plutôt sur les fausses factures. Donc aujourd'hui, on a l'Organisation de l'aviation civile internationale, qui est une agence des Nations Unies, qui va donner dans un document qui est disponible sur Google toutes les normes et les lignes directrices qu'on doit respecter quand on va créer une nouvelle pièce d'identité, donc qui est respectée par l'ensemble des États membres, que ce soit sur les pièces d'identité, les passeports, etc. Mais là, moi, ce que j'ai voulu vraiment vous montrer aujourd'hui, alors déjà, sachez qu'une fausse pièce d'identité sur le marché, les premiers prix, les trucs un peu mal faits, c'est 50 €. Hein, voilà. 50 €, une fausse pièce d'identité sur le marché. Tout le monde, absolument tout le monde peut en avoir une. Voilà. Donc ça, déjà, c'est le premier truc à dire. Là, vous voyez, par exemple, sur l'exemple que je vous ai mis sur ces photos, vous avez l'exemple d'en haut d'une vraie pièce d'identité et l'exemple d'en dessous d'une fausse pièce d'identité. Donc, j'ai pris des pièces d'identité françaises, évidemment. Aujourd'hui, il est hyper important de se former sur les clés de sécurité. Alors, vous allez me dire, oui, Sandra, la pièce d'identité française, elle a changé. Là, il y a des nouvelles pièces. Oui, certes. Là, je vous ai montré les anciennes parce que si, comme moi, vous avez encore les anciennes, ça reste quand même encore majoritaire aujourd'hui sur le marché, si je puis dire. Ça va être voué à changer, donc les formations vont être vouées à changer aussi. Mais sachez qu'il est impératif aujourd'hui de vous former sur ce sujet-là. Il existe des clés de sécurité qui vous permettent très rapidement, que ce soit en face-to-face ou sur scan, de vérifier si la pièce d'identité est une vraie ou une fausse. Par exemple, il y a une des clés de sécurité les plus faciles à regarder et les plus difficilement falsifiables par un faussaire, ce sont les micro-perforations que vous pouvez trouver sur une pièce d'identité. Alors là, malheureusement, les photos sont un peu petites, vous n'arriverez pas à le voir, mais quand vous aurez la présentation, vous pourrez zoomer et vous verrez. Au-dessus, vous voyez sur la première photo, vous avez la carte nationale d'identité, vous avez le numéro qui commence par 94. Eh bien, sachez qu'au-dessus du premier ou du deuxième chiffre du numéro de carte d'identité, il y a un petit point, une micro-perforation. Cette micro-perforation se retrouve aussi dans les coins en haut à gauche et en bas à gauche de la photo d'identité. Ça, c'est des choses, voilà, quand on sait les repérer, ces petites micro-perforations, un petit coup à la lumière, bim, on les voit, et sur scan, ça fait un point noir, on les voit aussi. Alors, sachez que les faussaires, ils arrivent plus ou moins à essayer de contrer le bins, alors soit en faisant un point noir au stylo, soit en perçant avec une aiguille. Sauf que quand on perce avec une aiguille, derrière, vous savez, le plastique, ça fait un petit cratère, donc ça se voit, mais là, plutôt quand on l'a dans la main. Mais voilà, ce sont des petites choses comme ça qu'il faut vraiment avoir à l'œil. En dessous, je vous ai mis l'exemple des gyoshi. Les gyoshi, ce sont les décors que vous avez en arrière-plan, toutes ces petites lignes très fines. Et donc là, on a différentes techniques d'impression. On a le jet d'encre ou j'ai perdu le mot à l'instant, ou ça va me revenir. Vous avez 2 techniques d'impression ou le laser, voilà, le jet d'encre ou le laser. Et donc, ça ne fait pas du tout le même effet, notamment sur les transitions de couleurs. Hein. Normalement, les transitions des gyoshi, c'est quelque chose de très net, de très, voilà, ça se voit, c'est très fluide. Alors que quand on utilise la mauvaise technique d'impression, on fait des petits points, c'est très laid. Vous avez aussi une autre spécificité. Là, plutôt, on est sur l'usurpation d'identité, ce qu'on appelle le look-alike. C'est les exemples que vous avez avec ces messieurs-là, où vous voyez que la personne à gauche et la personne à droite, on pourrait croire très, très facilement que ce sont les mêmes personnes, mais ce ne sont pas les mêmes personnes, absolument pas. Ce sont des personnes qui ont acheté au marché noir, sur le dark web ou voilà, chez des personnes, des faussaires, des pièces d'identité appartenant à des personnes qui leur ressemblent plus ou moins. Et là, quand ils vont passer les frontières ou des points de contrôle spécifiques, ils vont faire en sorte de leur ressembler le plus possible. Là, c'est le cas d'en dessous. Par exemple, le monsieur s'est rasé la tête alors qu'on voit sur l'implantation des cheveux qu'il n'est absolument pas chauve. Il a mis un t-shirt noir également pour ressembler au monsieur de la pièce d'identité. Voilà, vous voyez, c'est des petits cas comme ça. On peut changer, s'il te plaît? Ensuite, vous avez aussi les fausses factures. Donc là, ça aussi, c'est quelque chose d'extrêmement important. Vous devez vous méfier des fausses factures. Alors, vous avez des fausses factures parce qu'il y a des éléments qui sont faux, hein, ou des éléments qui sont manquants. Vous avez sur le site, un site de l'État dont je pourrais vous communiquer l'adresse si ça vous intéresse, les mentions obligatoires à avoir sur des factures. C'est hyper important quand on a une facture de vérifier ces mentions, le numéro de TVA,
le numéro d'RCS, vérifier les adresses, vérifier l'existence ou non de la contrepartie, vérifier les taux de TVA. Voilà, il faut avoir un minimum de connaissances dans les taux de TVA, c'est hyper important. Ensuite, vous avez les problématiques de surfacturation, de sous-facturation. Là, je vous ai mis un exemple, par exemple, entre Metz et le Luxembourg. Bah, forcément, je suis au Luxembourg, donc c'est des questions qui sont réelles chez nous, où vous avez deux associés d'un grand cabinet de radiologie qui avaient créé en interne un CRM. Ils se sont dit, bon, notre CRM, il est pas dégueu, on pourrait aller le vendre en tant comme un logiciel à part à d'autres clients. Ils ont donc créé une structure luxembourgeoise pour aller vendre leur CRM, sauf que évidemment, ils ne se sont pas embêtés et leur seul client était leur propre structure, sauf que pour pouvoir sortir pas mal d'argent, ils ont revendu l'utilisation du CRM 120 fois plus cher à leur cabinet de radio. Du coup, ils ont sorti 1,2 million et ils se retrouvent aujourd'hui au tribunal pour abus de biens sociaux, fraude fiscale, blanchiment d'argent et fraude à la TVA, je crois. Donc ça, c'est l'exemple pur de la surfacturation. Ça, il faut faire très attention aussi. Dans le domaine de l'IT, malheureusement, c'est extrêmement courant. Donc, vous devez avoir aussi un œil sur ces problématiques-là. Tu peux changer, Laurent, je crois qu'on a quasi fini. On a fini. Voilà. Donc, c'est vraiment pour un petit mot de conclusion. Faites attention à tout cela. Il existe des formations. Nous proposons par exemple ce genre de formation avec un policier de la police aux frontières qui vient avec des vrais faux pour vous les faire manipuler. On n'est pas les seuls. Il existe des outils aussi qui vous permettent de supprimer les premiers faux, les plus mal faits, si je puis dire. Donc voilà, ayez vraiment cette sensibilité au faux, c'est extrêmement important. Merci à tous. Merci Sandra, merci. On a noté la phrase savoir à qui on a affaire lorsqu'on fait des affaires. On utilise beaucoup chez Altares les deux faces de la due deal, tant la donnée que nous connaissons bien chez Altares et puis la vérification des documents. Je crois qu'avec Emmanuel, on verra ça tout à l'heure. Et puis, tu nous as donné quelques chiffres sur la fraude aux documents. Très bien. On va rentrer dans le détail maintenant avec EasyPix et puis Jérôme. Jérôme, je te laisse le micro, je te laisse la caméra et je passe également les slides. Ok, ben on peut passer à la slide suivante. Donc bonjour, Jérôme Nalin, je suis le fondateur d'EasyPix. Je suis un ancien acheteur de métier et l'entreprise a été créée il y a presque 18 ans maintenant. Donc notre spécialité, nous, c'est ce que je considère comme la brique de base des achats, c'est l'analyse de la dépense et bien sûr, puisqu'on parle de risques, de fraude, etc., il faut quand même à la base qu'on sache qui sont les fournisseurs avec lesquels on travaille. Et donc, rien de tel que de mettre en place la brique d'analyse de la dépense pour savoir avec qui on travaille et à quelle hauteur on travaille avec ses fournisseurs. Donc, en quelques dessins très, très rapides, nous couvrons l'intégralité de la planète pour nos clients. Donc, collecter les innombrables fichiers comptables fournisseurs des différentes instances de RP. Tout ça rentre dans une usine chez nous de traitement et d'enrichissement des données pour, in fine, donc délivrer à nos clients une plateforme avec des tableaux de bord, des dépenses analysables dans toutes les dimensions d'information, parce que bien sûr, autour de la dépense et autour du fournisseur, pour les risques, on a besoin de multiples dimensions d'information donc que nous agrégeons sur la plateforme. La beauté de l'analyse de la dépense, c'est que c'est un lieu où on doit en permanence y revenir, puisque bien sûr, de jour en jour, vos entreprises, vos groupes dépensent de l'argent auprès de fournisseurs, auprès de nouveaux fournisseurs. Donc, à tout moment, l'acheteur, en fait, je dirais, c'est presque son outil de connexion du matin de la première heure, doit se connecter pour savoir où en est l'évolution des spends de sa famille, de ses environnements, des fournisseurs, etc., etc. Donc, c'est la raison pour laquelle nos clients souhaitent que l'ensemble des dimensions d'information autour du fournisseur soient bien sûr relayées sur la plateforme. On peut passer à la slide suivante. Alors, sur la slide suivante, j'ai essayé en quelques items de cartographier des natures de risques autour de vos fournisseurs. Alors, le premier point, bien sûr, étant d'identifier, quand on fait la cartographie des dépenses, de dispatcher les fournisseurs dans leurs activités respectives. Donc, souvent, les grands groupes ont ce qu'on appelle une segmentation achat ou une taxonomie achat.
et notre métier à la compréhension du ou des activités. Les fournisseurs peuvent avoir plusieurs activités des fournisseurs, de les dispatcher au bon endroit. Et bien sûr, ces activités et les montants d'argent que l'on dépense dans les activités des fournisseurs, il faut le lier à son business. C'est-à-dire finalement, est-ce que ces fournisseurs interviennent dans ma production, dans mes lignes de production, et s'ils périclitent ou s'ils ont des problèmes, comme on entend en ce moment d'approvisionnement, on a le secteur de l'automobile qui manque de semi-conducteurs, eh bien évidemment, ça a un impact direct sur la production de ses propres produits et sur, ma foi, son chiffre d'affaires. Voilà, donc de la même manière dans les services. Donc en fait, il faut savoir quel est l'aspect stratégique en fait, du fournisseur dans ce que l'on vend. Et parfois, on a eu le cas chez certains clients dans l'agroalimentaire, une toute petite enzyme qui n'est plus fournie, vous fait arrêter une chaîne complète et un approvisionnement complet de vos produits à vos clients. Donc, c'est assez embêtant. J'ai mis un deuxième item sur une chose que les acheteurs essaient toujours de mesurer, c'est le taux de dépendance. Finalement, qu'est-ce que l'on représente en tant que donneur d'ordre dans le chiffre d'affaires du fournisseur? Pas toujours simple. Évidemment, quand le fournisseur publie ses comptes et qu'on a un outil comme celui d'EasyPix qui calcule de manière très juste les spends, c'est assez facile de faire la division et de savoir ce que l'on représente. Quand on a des fournisseurs, et il y en a de plus en plus qui ne publient plus leurs comptes, ça devient un peu plus compliqué. Bon, sachez que l'acheteur a une force, puisqu'il est le donneur d'ordre de son fournisseur, puisqu'il est la mère nourricière de son fournisseur, il a toujours quand même le moyen de demander à son fournisseur la plaquette des comptes, l'alias fiscal, même si ce dernier ne publie pas. Et donc, nous savons la saisir et calculer ce fameux taux de dépendance. Être en forte dépendance n'est pas forcément très grave, mais il faut simplement le savoir et l'encadrer, surtout parce que, bien sûr, si vous ruptez brutalement avec un fournisseur, vous pouvez à l'extrême être condamné à le racheter. Bien sûr, l'identification géographique des fournisseurs, lorsqu'on fait la cartographie, ça nous permet de savoir quelle est notre masse d'approvisionnement en euros trébuchants dans tel ou tel pays et combien de fournisseurs on a dans tel ou tel pays. On le voit notamment sur la partie Sapin 2. Il y a des pays qui sont à plus fort risque de corruption que d'autres, mais il n'y a pas que l'aspect de la corruption. Lorsqu'il y a eu malheureusement l'incident de Fukushima, là aussi, beaucoup de chaînes de production ont eu des petits problèmes avec des pièces provenant du Japon et qui, ma foi, n'arrivaient plus. Donc, il faut aussi essayer, avec cette géographie, d'y raccrocher des risques potentiels, qu'ils soient politiques, qu'ils soient d'événements naturels ou autres. Alors, bien sûr, aussi mettre en rapport l'importance du spend avec l'actionnariat des fournisseurs. Ça, c'est une dimension d'information qu'on enrichit. On travaille parfois avec Altares sur ce sujet. C'est très important parce qu'on peut se targuer d'avoir des approvisionnements en France. C'est un peu la politique maintenant de ramener les approvisionnements en France ou en Europe, mais c'est quand même important de regarder quel actionnaire derrière on nourrit et parfois la vision de spend est complètement différente lorsqu'on le regarde sous l'aune de sa tête de groupe et si on nourrit l'actionnariat d'un concurrent ou d'un prédateur possible de son entreprise, c'est peut-être pas forcément une bonne idée. Et en dernier point, j'ai mis aussi bien évidemment toutes les informations de conformité. On vient un petit peu d'en parler, on va en parler après. Elles sont très prégnantes aujourd'hui. Bien évidemment, tout ce qui est la RSE, donc ça, on sait l'enrichir. Tout ce qui est lié à Sapin 2, la corruption. Tout ce qui est lié au travail dissimulé. Tout ce qui est lié au bilan carbone, etc. Et tous les potentiels documents spécifiques que les donneurs d'ordre ont besoin de faire signer ou de faire remplir à leurs fournisseurs. Bien évidemment, nous savons faire tout ça. On peut passer à la slide suivante. Alors, ce que l'on entend chez nos clients donneurs d'ordre, direction des achats, c'est que par rapport à ces quelques items que j'ai cités sur la page d'avant, mais il pourrait y en avoir bien d'autres, ce qu'il faut, c'est avoir une énorme fraîcheur de l'information. Parce qu'avoir une information qui nous alerte sur quelque chose, mais arriver après la bataille, si je puis dire, c'est trop tard. Donc, en fait, il faut essayer
d'avoir cette fraîcheur d'information. Alors, sur la partie des risques financiers, donc très classiquement, bien sûr, je recommande dans ces outils de cartographie des fournisseurs d'enrichir ce qu'on appelle la note de solvabilité financière du fournisseur et de la monitorer, c'est-à-dire bien évidemment avoir toutes les impulsions de sa modification au gré du temps et au gré de ce qui se passe chez le fournisseur. Tous les grands producteurs d'informations et Altares, bien évidemment, savent très bien le faire. Mais encore faut-il s'assurer que la source d'information financière qui approvisionne cette note soit suffisamment fraîche. Donc ça, c'est tout l'enjeu de ce sujet. Et je le relis encore avec ce que je disais tout à l'heure, notamment lorsque les bilans ne sont pas publiés, eh bien, le meilleur moyen, c'est au contact du fournisseur de les récupérer et d'alimenter de manière privative pour le client qui arrive à la récupérer, c'est sa note de solvabilité. Ça permet de donner beaucoup plus de fraîcheur. Donc le taux de dépendance, bien ça aussi c'est extrêmement important. Alors dans la fraîcheur de l'information, dans tout ce que l'on fait, il y a une chose qui est très très importante, c'est que dans une des dimensions que l'on a, c'est ce qu'on appelle l'évaluation des fournisseurs. Donc en fonction de la taille de vos groupes, toute personne, tout salarié de l'entreprise, dans son travail au quotidien, à un moment ou à un autre, est en contact avec un ou plusieurs fournisseurs. Il échange, il parle avec ses fournisseurs et donc il capte de l'information sur ses fournisseurs. Donc, ce qui est très important, c'est que cette connaissance, c'est important de la digitaliser. Donc, c'est pour ça qu'on a un module d'évaluation des fournisseurs. Et c'est dans cette digitalisation de la connaissance de l'ensemble de vos opérationnels sur ce qu'ils vivent au quotidien avec les fournisseurs que l'on peut obtenir de l'information extrêmement fraîche. Et de l'information de n'importe quelle nature, qu'elle soit de risque financier. Si vous avez un salarié du fournisseur qui, sur le terrain, dit « bon, bah, ça fait 20 jours que je ne suis pas payé », vous pouvez voir que la note de risque financier est très bonne, mais là, quand même, si un salarié vous dit que ça fait 20 jours qu'il n'est pas payé par son employeur, c'est qu'il y a quand même un petit problème. Donc, c'est un risque, c'est une information qui vous permet, en toute fraîcheur, de vous éveiller sur le risque financier qui commence peut-être à s'engager avec le fournisseur. Alors, qui plus est, bien évidemment, si vous êtes en taux de dépendance fort, ça cumule en fait ça cumule les choses. Vous pouvez avoir aussi des salariés qui commencent à vous dire que l'entreprise va être rachetée. Donc, ça aussi, ce sont des signes d'information que l'on peut récupérer sur le terrain qui sont extrêmement importants dans la fraîcheur de la data. Donc, l'importance, en fait, de digitaliser toute la connaissance que vos opérationnels peuvent recueillir au contact des fournisseurs. Je crois que, je ne sais pas si j'ai une slide suivante, je ne crois pas. Mais voilà, je voulais surtout, voilà, donc, ce que je voulais surtout dire, c'est sur ces grands axes de risque, y associer le maximum de fraîcheur de l'information, c'est ce qui nous semble vraiment extrêmement important et que l'on digitalise chez EasyPix. Merci Jérôme, merci pour ces informations. C'est vrai que on voit les outils, je sais que tu n'aimes pas ce terme, mais les outils de SRM, de RP qui intègrent de la data que tu as évoquée, qui viennent de chez Altares, qui viennent même des data internes et qui viennent également de la partie finance avec la partie dépendance du fournisseur. On voit que maintenant, on voit de plus en plus de solutions qui agrègent l'ensemble des informations. Alors justement, on va regarder, faire un focus sur la partie risque financier. Donc, comment ces données-là sont importantes dans le parcours de création des fournisseurs. Michael, merci encore de ta présence. Je te laisse l'écran, le micro aussi. Merci Laurent et bonjour à tous. Donc, on peut effectivement passer sur le slide suivant. En introduction, effectivement, et pour rebondir sur ce que vient de dire Jérôme, c'est vrai que Non, avant, s'il te plaît. Pardon. Voilà, pour rebondir sur ce qu'a dit Jérôme, c'est vrai que l'information change tous les jours et cette notion d'identité de mon tiers est vraiment très importante.
Donc, dans un processus aujourd'hui où on essaye de digitaliser, d'automatiser, de faire en masse, notamment dans le monde des achats, si je veux déployer un process métier risque, un process métier compliance ou fraude, il faut qu'il soit appuyé effectivement sur une base identitaire fiable. Qu'est-ce que c'est qu'une base identitaire fiable? C'est un SIRET en France, un DUNS number à l'international, pour avoir une clé unique qui me permet d'identifier mes doublons, mes liens capitalistiques. Donc, si j'ai effectivement la première brique qui est nécessaire, c'est celle-ci. Slide suivant, s'il te plaît, Laurent. Donc, le processus de gestion, effectivement, on peut encore appuyer un petit peu, c'est rechercher, recherche-création. Donc, à la création, j'ai besoin d'identifier mes doublons, j'ai besoin d'enrichir mes tiers et j'ai besoin de les mettre à jour. J'ai besoin donc de maintenir la qualité de cette base de manière quotidienne pour pouvoir être informé des modifications le plus tôt possible, des rachats, des hausses de risque, des changements de liens capitalistiques. Tout ça s'appuie effectivement sur une fiabilisation. Clique, s'il te plaît, Laurent. Qui peut, à l'initialisation d'un fichier, il faut qu'on clique plusieurs fois, ça va venir. Donc, il y a une fiabilisation de l'ensemble des fichiers pour avoir une information commune. Donc voilà, l'idée, c'est de dire, lorsque je veux utiliser un processus risque, il faut que je m'appuie sur la donnée identitaire qui est à jour et qui est certaine. Sinon, je vais faire une enquête risque sur la mauvaise société, c'est un risque, ou sur un faux. Sinon, je vais faire une enquête compliance sur la mauvaise société. Maintenant, sur le slide suivant, on va pouvoir se concentrer sur les notions de risque qui sont établies chez Altares. Et chez Altares, dans le monde DB, on a effectivement plusieurs indicateurs de risque. Donc, je vais essayer de vous les décrire un petit peu pour voir dans quel cas vous allez pouvoir l'utiliser. Donc, le premier, c'est le DNB rating. Le rating est disponible dans plus de 170 pays et il a la forme 3A4. 3A, c'est la surface financière. Donc, dans mon pays, est-ce que entre 1A et 5A, est-ce que c'est une 1A, une petite société, 5A, une très grosse société? 4, c'est une classe de risque, donc mondiale. 1, 2, 3, 4. 1, risque le plus faible. 4, risque le plus élevé. Donc, cette information-là me permet dans 170 pays d'avoir une vision uniforme de deux choses. Est-ce que je travaille avec une petite société et est-ce que je travaille avec une société qui est plus ou moins risquée dans son environnement? Un autre indicateur est le DNB Failure Score. Donc là, c'est un score sur 100, un score percentile qui est calculé à partir de beaucoup plus d'éléments financiers, mais pas que. Donc, ce n'est pas parce qu'une société ne publie pas son bilan qu'elle n'aura pas de Failure Score. On a effectivement les éléments financiers qui viennent conforter une note, mais ce n'est pas l'intégralité de cette carte de score. Donc, c'est disponible dans une quarantaine de pays et on va avoir un score lisible qui est un score percentile. Donc, qui dit score percentile correspond à le classement de cette société-là parmi les autres sociétés dans son pays. Donc là, j'ai un score de 70 sur 100. Ça veut dire que lorsque j'ai un score de 70 sur 100, 30% des entreprises dans le pays sont moins risquées que celles que je regarde et 70% sont plus risquées. Effectivement, entre l'Afghanistan et la Suisse, le niveau de risque intrinsèque au pays ne va pas être le même. Donc, le risque de défaillance des sociétés, dans certains cas, donc un risque élevé, dans certains cas, va pouvoir se situer à 7 ou 8 sur 100. Dans d'autres cas, même à 60 sur 100, j'ai un risque qui peut être équivalent. J'ai effectivement un autre score qui est le DNB MS Score. Donc, c'est un score qui est issu du Failure Score, qui est spécifique à une dizaine de pays qui sont des pays en emerging market, donc EMA, emerging market, sur lesquels effectivement on a une économie qui est un petit peu différente. Donc là, on a une note sur 10 qui permet d'avoir une vision un petit peu plus précise sur la défaillance d'une société en Turquie, Pologne, les pays des Balkans et un certain nombre de zones. Ce score se lit à l'inverse des autres. Donc 1 est une note où je suis pas risqué du tout, 10, je suis très risqué. On a un autre indicateur qui est le DNB Paydex, donc qui est qui est un indicateur, un index de comportement de paiement, qui est issu d'un programme Trade. Donc, on va essayer dans cet indicateur-là de voir comment une société paye ses factures. Donc, on est sur des biens qui sont non stratégiques. Pourquoi est-ce qu'on regarde la manière dont une société paye ses factures? Parce que ça va nous permettre de dire, si je paye mes factures avec du retard, c'est soit que je suis mal organisé, soit que c'est dans ma stratégie de les payer avec du retard, soit que je n'ai pas suffisamment d'argent. Et quand j'ai une rentrée d'argent, je suis capable de payer mes factures. Donc, en étudiant ce flux-là dans le temps, je vais être capable de voir si une société paye régulièrement ses factures avec 20 jours de retard. Est-ce que c'est inquiétant? Non, pas trop. Elle fait simplement du crédit sur le dos de ses fournisseurs. Par contre, si le comportement de paiement passe de 20 jours
à 40 jours, puis à 60 jours, là, effectivement, il faut que je m'inquiète. Donc, le DNB PEDEX, lui, est un élément qui va venir influer sur le rating, influer sur le failure score pour pouvoir vous prévenir d'un risque quasiment en temps réel. Autant un bilan, lorsqu'ils sont publiés aujourd'hui, comme le disait effectivement Jérôme, c'est une information qui a un an et demi, qui est un petit peu photoshopée, on arrange un petit peu les chiffres. Un comportement de paiement sur des biens non stratégiques, c'est quelque chose qui est factuel et qui est régulier. Donc cet indicateur-là en complément des autres. Et on a un DNB Report qui, lui, est présent effectivement dans 70 pays, qui va être un rapport complet, donc 10, 20, 50, 70 pages en fonction du volume d'informations qu'on souhaite avoir, où je vais avoir dedans des bilans, je vais comparer la société à son secteur, je vais comparer la société à son pays, je vais avoir des analyses externes, je vais avoir 5 ans, 10 ans d'historique de bilan lorsqu'ils sont publiés, je vais avoir différents scores. Donc là, effectivement, quelque chose de beaucoup plus complet, de beaucoup plus complexe à lire aussi et à mettre plutôt dans les mains d'acheteurs qui sont experts financiers ou effectivement de demander à la direction financière d'utiliser ces rapports-là pour donner un avis. Donc, comment effectivement utiliser ces indicateurs-là par rapport à une phase d'analyse? On peut passer sur le slide suivant. C'est effectivement un système d'entonnoir. Donc, est-ce que j'ai besoin d'évaluer le risque sur tous mes fournisseurs? Peut-être oui, peut-être non. Je pense que c'est effectivement vous, dans vos métiers, qui maîtrisez le mieux cette information-là. Mais on a effectivement le DNB Rating qui va faire une analyse simple, automatisation. J'ai une classe de risque 4. Ça veut dire que je dois bloquer un processus de P2P potentiellement pour demander un contrôle par un contrôle financier un peu plus important. Lorsque mon fournisseur est en risque 1 ou en risque 2, je peux automatiser et faciliter ce travail de validation de la transaction. Si je descends un petit peu plus effectivement dans cet entonnoir, là, en fonction des zones géographiques, je vais avoir soit un failure score, soit un EMA score qui va être potentiellement alimenté, sécurisé par un PEDEX, donc par un indicateur de comportement de paiement. Donc là, je peux potentiellement passer soit sur des montants plus importants, ou alors sur des catégories d'achat qui sont beaucoup plus critiques pour moi, ou alors sur des ratings qui sont risque 4 et pour lesquels j'ai besoin d'avoir une analyse un petit peu plus importante. Je peux utiliser ces indicateurs-là. Et le DNB Report va effectivement rester en fin d'analyse pour potentiellement 3, 10, 50 analyses vraiment très importantes que vous allez faire par an, qui n'auront pas été résolues par le flux que vous aurez automatisé au début et qui vont permettre d'avoir un échantillon complet des bilans sur 5 ans, sur 10 ans, avec des analyses. Donc voilà un petit peu l'idée aujourd'hui, c'était de vous expliquer quels sont les différents indicateurs de prédiction de la défaillance qu'on est capable de vous apporter et de vous expliquer un petit peu comment on peut les mettre en œuvre. Merci à tous. Merci Mickaël. On a noté une chose intéressante, c'est que même sans bilan, on arrive à avoir un score financier chez Altares, et sur les différents scores que tu as partagés, tu l'as dit, complémentaires, et certains se retrouvent dans les solutions, notamment de chez Jérôme, chez EasyPix, en mode API, en mode web et intégrés dans d'autres solutions également. On va donc finaliser cette matinée, premier webinaire dédié au procurement avec e-attestation et justement cette vision à 360 degrés du risque AYS via l'intégration de plusieurs sources, dont celle notamment d'Altares. Je laisse la parole à Emmanuel. Emmanuel, c'est à toi. Eh bien, écoutez, merci. Est-ce que vous m'entendez correctement ? Parfaitement. Écoutez, merci beaucoup. Je suis très, très content d'être ici. J'ai promis d'être concis et concret, donc Laurent, je m'y attellerai. Et en fait, je vais m'inscrire pour cela dans ce qui a été dit par Sandra, par Jérôme et par Mickaël. Aujourd'hui, on est dans le programme Procurement. Pourquoi ? Parce que les achats et les processus de procurement ont pris une place fondamentale dans l'évaluation des tiers, pas que pour leurs propres besoins, pas que dans le contexte de la performance achat ou des achats pour eux-mêmes, mais également pour l'ensemble de l'organisation. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'éléments qui sont demandés aux achats, qui vont servir aux risk managers, aux éditeurs internes, aux compliance officers, au legal, à la comptabilité, à la finance, en ce qui concerne les coordonnées de paiement, par exemple. Donc, ça a vraiment propulsé, on va dire, le processus achat.
de par le fait que c'est lui qui va onboarder les fournisseurs dans un rôle tout à fait spécifique. Et nous, chez e-Attestation, nous avons observé ce phénomène avec les évolutions des demandes qui nous étaient apportées. Laurent, si tu veux bien passer la slide suivante. Notre métier a beaucoup évolué dans le temps, puisque aujourd'hui, quand on parle d'onboarding fournisseur, d'évaluation continue du fournisseur et de offboarding fournisseur, ce n'est pas le sujet aujourd'hui, mais c'est un élément aussi très important, de suivre effectivement, Jérôme le disait, que les fournisseurs qui sont spécifiquement concernés, de suivre, Michael l'a dit aussi, que les fournisseurs qui existent, sur lesquels on a pu trouver une identité, c'est également très important. Mais ce qui a mis les achats au cœur de tout ça, c'est que ils ont une relation privilégiée lors de l'entrée en relation, mais aussi dans la vie des contrats. Donc, nous, chez e-Attestation, et ça va plaire à Sandra, on a un métier de preuve. Notre métier initial, c'est vraiment la collecte et le contrôle d'éléments de preuve, notamment de pistes d'audit. Et notre métier, c'est de nous assurer que l'information est fiable, opposable et à jour. Et ces informations, alors, pour la donnée identitaire, ça fait longtemps qu'on intègre déjà les données d'Alteres sur cette partie-là. Et en fait, on en intègre de plus en plus. On intègre aussi toutes les données qui concernent effectivement les éléments financiers, qui peuvent être au départ de nos processus ou au contraire sur lesquels on va venir quand on a un manque de visibilité, compléter l'information par ce que disait Jérôme aussi, la collecte d'éléments directement auprès du tiers. Ça peut être des liesses fiscales, par exemple. On a des données aussi qui concernent la réputation, qui concernent les personnes politiquement exposées, qui concernent tout ça. Et là, c'est plutôt in duty. Donc, c'est une autre partie d'Altares sur ces données-là, sur lesquelles on va venir aussi compléter la donnée ou éventuellement déclencher des processus approfondis d'audit. Et puis, on a tout un tas d'autres données qui peuvent être issues de collecte auprès des fournisseurs eux-mêmes, donc par le biais de formulaires, par le biais de pièces, par le biais d'API aussi directement. Et c'est cet ensemble de données et de dimensions qui est demandé aux achats aujourd'hui, avec une pression multiple, une pression, Sandra l'a dit, une pression réglementaire qui est renforcée, de plus en plus de réglementation et les États ont tendance à s'appuyer sur les organisations et à mettre en responsabilité les organisations par rapport aux organismes de contrôle et par rapport aux due diligence. Il y a une pression naturelle du fait que le nombre de tiers explose. On a de plus en plus d'intervenants extérieurs, que ce soit dans les circuits de sous-traitants ou que ce soit dans la taille des organisations, une multiplication des microstructures et des intervenants de services. Donc, le nombre de tiers aujourd'hui des organisations a triplé par rapport au début des années 80. Donc, on a une pression qui vient du volume de tiers, j'allais dire, à appréhender. On a une pression interne dans l'organisation, puisque les autres fonctions ont des obligations et doivent s'appuyer sur des éléments que pratiquement seulement les achats sont en capacité d'appréhender. C'est-à-dire que le rôle de l'acheteur ou le cahier des charges de l'acheteur ou la liste des éléments d'audit sur les fournisseurs a doublé ou triplé, mais pas tellement parce que les processus achats, même s'ils s'améliorent de façon continue, ont évolué, mais parce que les autres processus au sein de l'organisation viennent se reposer et viennent demander aux achats de leur fournir cette évaluation, ces évaluations en préalable et en continu. Donc globalement, on a un certain nombre d'éléments qui sont corrélés entre eux et qui vont nécessiter d'utiliser à la fois de la donnée, à la fois des signaux faibles, à la fois de l'information issue du fournisseur pour prendre des décisions et des processus. Et ça va demander une gouvernance. Laurent, si tu veux bien passer à la
Slide suivante, s'il te plaît. Juste d'un point de vue pragmatique, une fois qu'on a posé ces concepts, concrètement, ce que nous proposons à nos clients chez e-Attestation, c'est d'avoir des dossiers à l'intérieur desquels il y a un certain nombre de preuves sous forme de documents et de données, donc tracées, et e-Attestation va s'occuper de la collecte, du contrôle, de la mise à jour et des alertes. Alors là, je vais faire un tout petit zoom sur le début de notre séminaire sur la fraude documentaire. Et puis, j'ai vu des questions notamment que vous avez posées. Les nouvelles technologies et l'appel à des bases de données vont permettre de, en tout cas, limiter drastiquement ce qu'on appelle les fraudes grossières. Sandra l'a dit, alors les fraudes grossières, c'est des fraudes relativement simples à mettre en place, donc c'est des faux documents, des choses comme ça. Et puis, on a des nouveaux sujets qui sont prégnants aussi, c'est l'usurpation d'identité. Donc, l'usurpation d'identité, ça permet par exemple de mettre un RIB à la place de quelqu'un d'autre ou d'obtenir des droits ou des flux à partir de quelqu'un d'autre. Donc ça, il y a l'identity management. Et puis après, il y a des nouvelles solutions technologiques qui viennent non pas couvrir l'intégralité du risque, mais en tout cas traiter de façon automatisée et fiable et auditable et opposable, on va dire 80% des items, ce qui permet aux organisations et aux personnes en charge on va dire, la lutte contre la fraude ou du risque de se concentrer sur le pourcentage résiduel on va dire, d'éléments à appréhender. Il ne faut pas imaginer que par défaut, tous vos fournisseurs, tous vos prestataires, tous vos sous-traitants sont des fraudeurs et qui souhaitent attenter profondément, en tout cas, à la santé de votre entreprise, puisque ce sont des moteurs pour votre organisation. Ce dont il faut se prémunir, c'est les risques associés à ces tiers, et puis les tentatives de fraude qui peuvent vous mettre en danger. Donc, cette automatisation, ce n'est pas la promesse absolue, ce sont des outils et des processus qui permettent de limiter le risque, ou en tout cas de connaître le risque, et puis d'engendrer d'autres processus dessus. Et donc concrètement, ça se traduit par des dossiers avec des documents. On va avoir la source, la mise à jour, l'origine, ça peut être auprès du tiers lui-même, ça peut être sur des fréquences qui sont de plus en plus accrues. Avant, quand on parlait de due diligence, on parlait souvent de processus annuels, ou parfois même on a encore des processus qui sont tous les 2 ans, tous les 3 ans, sur du picking sur une partie de son référentiel fournisseur. Aujourd'hui, c'est l'intégralité du fournisseur, des fournisseurs actifs qui doit être à considérer, et c'est l'évaluation continue. Donc de l'évaluation préalable et l'évaluation continue. Et ce qu'il faut qu'on gère, c'est qu'est-ce qu'on fait de l'information, qu'est-ce qu'on fait du score financier, qu'est-ce qu'on fait du signal faible, qu'est-ce qu'on fait d'un changement de RIB, quelle gouvernance dans son organisation on va pouvoir mettre en œuvre quand on a récupéré ça. Une dernière slide importante, s'il te plaît, Laurent. En fait, il n'y a pas d'outil universel ou il n'y a pas de méthode universelle. C'est une somme de compétences, d'outils, de données, de processus et de métiers qui, mis ensemble, vont permettre de répondre à ces éléments-là. Donc, chez e-Attestation, nous sommes éditeurs de logiciels. De plus en plus, nous devenons intégrateurs nous-mêmes. Et je pense que Jérôme d'EasyPix abonde aussi dans mon sens. C'est-à-dire que pour adresser nos processus métiers historiques, nous intégrons énormément de sources de données. Pas que celles des tiers qu'on onboard et qu'on suit, mais également des acteurs historiques qui vont renforcer leur offre. Donc là, on parlait d'Altares, le scoring, l'identité, le scoring financier, la réputation, on va dire tout ce qui est compliance. Mais il y a plein de fournisseurs de données. Il y a des questions qui ont été posées sur les outils qui permettent de lutter contre la fraude. Je peux mettre en avant nos partenaires, en particulier SysID ou Trustpert, qui permettent d'éviter le mécanisme compliqué de contre-appel et d'avoir une fiabilité en interrogeant des transactions sur un couple entre un identifiant SIRAN d'une entreprise et un IBAN, par exemple, de façon à être sûr de payer le bon fournisseur. Et finalement, la fraude documentaire devient presque négligeable et demain, on n'aura peut-être plus besoin de documents. En tout cas, ce qui est certain, c'est que c'est cette notion d'écosystème, de données et d'interaction des processus entre eux, parce que j'ai reçu un élément sur une donnée
et que j'ai un processus de gouvernance, je vais pouvoir déclencher un processus complémentaire, soit qui va venir compléter une information partielle, soit qui va me permettre d'aller un petit peu plus loin, soit au contraire qui va me permettre d'accélérer et d'automatiser mon processus habituel parce que, en fait, j'ai un certain nombre de contrôles qui ont été faits et d'indicateurs et qui me permettent, par exemple, de payer plus vite un fournisseur ou de contractualiser plus vite avec un fournisseur. Il y a les deux aspects, hein, il y a le risque, mais aussi le gain opérationnel et tout le monde n'est pas fraudeur et tout le monde n'est pas en train de mettre en danger les organisations. Je ne veux pas déborder davantage. J'avais promis que je serais concis et concret. Et donc, je redonne la main à Laurent. Merci, merci. Merci Emmanuel. Il y avait quelques questions justement sur ce fameux slide d'intégration avec notamment les partenaires de vérification des documents IBAN. Je te laisserai, Jérôme, répondre à Jean-Baptiste, puisque vos questions et vos commentaires seront transmis aux différents intervenants de ce matin afin qu'ils vous répondent en direct. Je le disais en introduction, vous aurez évidemment le replay de ce webinaire que nous allons devoir conclure puisque nous arrivons à la fin de celui-ci. Merci Jérôme, merci Sandra, merci Michael, merci beaucoup Emmanuel pour ces précisions. On l'a vu, il y a énormément de choses encore à dire sur l'optimisation de la gestion du fournisseur via de la data, via des solutions, via les angles consulting. On l'a vu en introduction avec Sandra. Il y aura d'autres événements qui vont être programmés avec d'autres partenaires, d'autres sachants. En tout cas, je vous remercie de votre présence et nous vous souhaitons une bonne journée et un bon week-end puisqu'on est encore vendredi. Merci à tous, bonne journée, merci bien.